Bienvenue tout le monde dans l'émission On s'investit. Et oui, c'est moi encore une fois cette semaine. Sophie est en congé aujourd'hui, elle avait d'autres obligations, alors ça me fait plaisir de la remplacer. Aujourd'hui, une journée positive, d'excellentes statistiques économiques, les ventes au détail qui ont encouragé tout le monde chez nos voisins américains. 1,1 d'augmentation, c'est en ligne, c'est au global. Mais quand on décortique les chiffres, c'est mieux que prévu. 1,6 d'augmentation des ventes d'automobiles neuves, ça c'est bon. Quand tu achètes des automobiles neuves, ça veut dire que l'argent commence à rentrer, ça veut dire que tu travailles, et là, tu dépenses davantage ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé pour les ventes au détail en excluant les automobiles qui ont augmenté un peu plus. Et pour preuve de cela, les résultats financiers de Couche-Tard ont été publiés ce matin et on a pu remarquer une augmentation de son bénéfice net de 25 %. On a battu à plat de couture les estimations d'analystes. Et malgré le prix de l'essence qui, aux États-Unis, a aussi connu un bond qui inquiète à peu près tout le monde, comme chez nous d'ailleurs. Chez nous, oui, on a une pièce 42, mais eux autres, ils payent 98 cents le litre en moyenne, là. C'est la panique totale. Mais malgré tout, l'augmentation des ventes d'essence a été de 28 %. Alors, mon invité, que je vais vous présenter dans quelques instants, Michel Marcoux, me faisait remarquer que si tes ventes d'essence ont augmenté de 28 % ça veut dire que l'économie commence à tourner un peu plus. Et c'est à peu près normal. Alors, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des gains de plus de 100 points sur le Dow Jones, qui refranchit la barre des 13 000 points, s'il vous plaît. Et chez nous, le TSX, qui, dans une moindre mesure, gagne 66 points à peine, malgré des augmentations à peu près sur tous les fronts, à l'exception des télécommunications et de la santé. Faut dire que ce matin, le pétrole était à la baisse légèrement. Est-ce que ça se maintient? C'est un gain de 63 cents. Sur le coup, quand on a eu les statistiques de vente au détail, on s'est dit, bon, ben là, il va falloir voir si la Fed va réagir, parce que si les ventes au détail sont bonnes, la Fed risque de ne pas envoyer de message pour un QI3. Je sais pas qui a pensé à ça, le QI3, là, mais le QI3, il n'y en aura pas. Je suis à peu près certain de mon coup. Et encore, certains analystes américains qui croient ou tentent de pousser davantage l'idée d'un QI3 pour venir en aide à l'économie. Mais pourtant, il est en train de se replacer lentement, très, très lentement, mais au moins sûrement parce que l'emploi s'améliore et également les dépenses de consommation aussi. Alors, donc, on est revenu à des sentiments un peu meilleurs sur les marchés. La spéculation a rembarqué d'autant plus belle. 64 cents d'augmentation à 106,98. Puis vous vouliez savoir pourquoi que l'essence montait, parce que j'ai reçu des courriels encore ce matin, disaient, M. Gagnon, je comprends rien, le pétrole baisse. Puis c'est vrai, chaque semaine, vous allez remarquer, là, on dirait qu'une journée, ils sont mal timés, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que le pétrole perd une pièce et demie, le soir même, l'essence monte. Alors, mais je vais vous montrer pourquoi. Alors, regardez bien mon graphique, là. Ça, c'est le graphique de la marge de raffinage. Je sais que Carole Montreuil m'écoute de temps en temps puis qui me dit « François, c'est pas correct ce que tu fais. C'est le brand qu'il faut prendre. » Au final, on paie le même prix que les Américains, ici, là. À la rampe de chargement, une fois tout payé, là, la marge de raffinage fait partie de ça. Et ils ne me font pas à croire que même si on prend le Brent, vous faites un dans l'autre, vous revenez exactement au même prix. Alors donc, vous voyez, les marges de raffinage sont élastiques, ont plus que doublé depuis le 30 novembre passé. Pourtant, ça ne coûte pas plus cher raffiner un baril de pétrole aujourd'hui que ça ne coûtait il y a un an. Il n'y a personne qui va me faire croire ça. Alors, quand les gouvernements disent on est impuissant à savoir qui fait de la spéculation, je serais curieux de voir, moi, qui les achète ces contrats à terme-là sur le raffinage strictement. Il y a quelqu'un quelque part qui pousse la machine. Je peux pas croire ça. Tu sais, hey, 32 pièces du baril pour raffiner, là, après ça, ils disent qu'ils font pas d'argent. Oups, là. Michel Marcoux est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour, François. D'ailleurs, j'ai tellement aimé ton premier tableau aujourd'hui. La citation de la semaine, ça peut arriver, là. Bon. Alors, la citation de la semaine qui est excellente de Benjamin Graham, ça s'applique en plein sur ceux qui spéculent sur le prix du pétrole. Oui. Alors, un placement, c'est une opération conclue après qu'une analyse approfondie a démontré que le capital était en sécurité et qu'un rendement adéquat était prévisible. Sinon, c'est de la pure spéculation. On sait que M. Graham, sa marge de sécurité, c'est quelque chose de très, très, très important. Puis évidemment, son élève, en fait, qui est M. Buffett, qu'on connaît plus, évidemment, parce que M. Graham ne fait plus tellement les manchettes de ce temps-ci depuis quelques années. Mais
En fait, ce qui est important, ce qu'on achète une entreprise, c'est qu'il y a un actif en arrière de ça. Il y a des profits qui sont là, qui sont prévisibles et que on se garde en plus une grosse marge de sécurité. Puis c'est ça qu'on veut, puis on veut du rendement. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs, des fois, qui nous posent des questions sur des titres, des compagnies qui n'ont pas de profit, qui n'ont pas de revenus, qui sont très endettés. Évidemment, c'est pas toujours des mauvais placements, parce qu'il y en a là-dedans, par exemple, si on va dans le secteur minier, où on peut découvrir la mine d'or, mais évidemment, ça s'appelle plus du placement, ça s'appelle de la spéculation. Alors, voilà ce que, en passant, M. Graham, je partage beaucoup ce que M. Graham a écrit. Même si ça date de plusieurs années, c'est encore très vrai aujourd'hui. J'ai toujours eu pour dire avec mes investissements qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Quand tu te fais promettre mer et monde dans le monde de l'investissement, moi, je me sauve en courant. Oui. Moi, c'est ma philosophie de vie. Et ça fait partie des suggestions que l'AMF, dans sa dernière campagne publicitaire, disait quand c'est trop beau pour être vrai, faites très attention. Puis quand on fait des investissements spéculatifs, parce qu'il y en a qui font des transactions spéculatives, ils vont aussi investir dans différents secteurs. Par exemple, vous pouvez investir dans 10 compagnies minières, pas dans une, peut-être dans 10 ou dans 20. Ouais. Vous répartissez votre capital. Vous choisissez aussi des gestionnaires d'entreprises qui sont connus, qui ont déjà connu du succès. Puis il y en a, on sait les identifier, vous en recevez ici régulièrement. Puis à partir de ce moment-là, oui, peut-être sur les 10, il y en a 4, vous allez perdre vos sous. Il y en a 3 qui ne feront rien, mais il y en a peut-être juste une qui va sortir du lot, et c'est celle-là qui va faire que vous allez faire des sous. Mais à ce moment-là, ça devient, même si ça demeure de la spéculation, ça demande une bonne répartition de ses actifs dans plusieurs projets. Bon, la dernière semaine, ça a donné quoi? Ça a été bon? Tantôt, vous avez parlé des États-Unis, puis ça me fait penser, vous savez, on voit qu'il y a une croissance actuellement aux États-Unis. En tout cas, il semble y avoir quelque chose qui bouge d'intéressant. Puis, il y a à peine 6 mois, 7 mois, on parlait des États-Unis, on parlait de la bourse, tout le monde était dans un état... les gens étaient très négatifs par rapport au marché américain, mais je vous rappellerai qu'en date d'aujourd'hui, depuis un an, le marché américain, le Dow Jones, a fait 8,70 %. Puis on dit souvent que la bourse va précéder la croissance qu'on va voir. Alors, on la voit pas toujours, nous, avec les chiffres qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que les données qu'on reçoit aujourd'hui, bien, c'est les données d'il y a quelques mois déjà, le temps que ça soit compilé et tout ça. Donc, la bourse est souvent un vecteur de croissance. Puis c'est là qu'on va voir, maintenant où ça bouge. Puis les gens, quand on perd, puis on l'a vu l'automne passé, l'été passé, bien, c'est peut-être là qu'il fallait investir. Il n'est peut-être pas trop tard. Au Canada, bien, ça a été, si on regarde les chiffres de la semaine, ça a été une mauvaise semaine avec moins 1,11. Depuis le début de l'année, on est quand même positif de 4,59, mais on est en baisse de 9,95 % depuis un an, donc presque 10 % à la baisse au Canada. Dow Jones, la semaine passée, négative aussi avec 0,36 et 6,37 depuis le début de l'année. S&P 500 en hausse, une belle semaine, 0,14, 9,48 depuis le début de l'année, excellent. Et le Nasdaq qui est sur une belle lancée avec 0,41, 14,71 de hausse depuis le début de l'année, c'est énorme, c'est à peine 9-10 semaines. Et le Shanghai qui a fini composite avec 0,41 à la baisse, mais 10,70 à la hausse depuis le début de l'année. Si on regarde maintenant par secteur, catégorie de fonds, fonds d'action canadienne, évidemment, ça suit la bourse. Pas de miracle là-dedans, moins 1,1. Fonds d'obligation canadienne avec moins 0,2. Fonds obligataire, ça n'a rien fait depuis le début de l'année et ça augure pas tellement bien non plus pour les prochains mois. Alors, les gens qui ont des portefeuilles équilibrés, faites attention, assurez-vous d'avoir fait vos rééquilibrages comme il faut pour ne pas avoir une surpondération dans les obligations qui pourraient connaître des rendements négatifs. C'est quoi, dans un portefeuille normal, c'est pas plus que 20 de toute façon, les obligations? En fait, il n'y a pas un investisseur qui est pareil. Alors, c'est difficile de dire, moi, personnellement, j'ai aucune obligation dans mon portefeuille, j'en ai jamais, j'aime pas ça, à moins d'avoir des besoins à court terme. Mais il y a des gens qui ont 100 de leur portefeuille. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de retraités qui détiennent des obligations et qui ont 100 de leur portefeuille. Puis on sait que les taux d'intérêt sont tellement bas actuellement que les revenus sont... Écoutez, c'est exécrable. Et on en a parlé souvent. Dans bien des cas, il vaudrait peut-être mieux acheter des actions privilégiées de ces grandes institutions financières-là. On sait que les dividendes vont vous rapporter plus que les obligations. Puis si les taux d'intérêt se mettent à augmenter, bien évidemment, vous ne serez pas à l'abri avec une obligation ou un fonds d'obligation. Puis en plus, les dividendes, c'est moins imposé que les intérêts parce que c'est 100 c'est du revenu. Exactement. Puis il ne faut pas oublier que les obligations, si on regarde actuellement les taux offerts, si on regarde l'inflation, puis quand vous avez payé votre impôt, finalement, vous perdez de l'argent. C'est ça.
Alors, faites attention. Fonds d'action américaine avec une hausse de 0,3 Fonds d'action international ont connu une baisse avec 0,8 Fonds équilibré canadien, une baisse avec 0,4 Fonds petite capitalisation aussi en baisse avec 0,7 Fonds canadien de revenus et fonds de dividendes avec 0,5 à la baisse. Fonds de ressources aussi à la baisse 2,5 Fonds métaux précieux à la baisse 3 Alors, finalement, c'est une semaine à oublier. Comme il arrive régulièrement. Fidélité, le fonds de la semaine. Fidélité, grande capitalisation canadienne. J'en ai parlé il y a quelques mois. J'en reparle encore. On en avait parlé, François, parce qu'il y avait un nouveau gestionnaire qui avait été nommé l'an dernier, Daniel Dupont, qui est un gestionnaire québécois qui a travaillé pour Fidélité aux États-Unis pendant quelques années, qui est revenu à Montréal. Et c'est un fonds, en fait, depuis... On en a parlé il y a à peu près un an, un petit peu moins. Depuis un an, la variation, l'actif sous gestion a augmenté de près de 80 79 Pourquoi? Parce que, bon, M. Dupont est arrivé, même si c'est un jeune gestionnaire, c'est un monsieur qui est connu de l'expérience. Et si on regarde les rendements de ce fonds-là, dans la dernière année, au 29 février, le fonds a donné un rendement de 8,3 alors que la médiane des fonds d'action canadienne, c'est moins 8,1 C'est 16,4 de mieux que l'indice. C'est énorme, hein? Les gens... Des fois, ils disent, les gens, bon, il n'y a pas de bons fonds, les fonds ne battent pas les indices. Écoutez, il y a peu d'investisseurs qui ont fait ce genre de rendement-là. Puis s'il y en a qui le font individuellement, bien, envoyez-nous vos conseils. Ça va nous faire plaisir de les partager. Puis si on regarde ce fonds-là, évidemment, M. Dupont est là seulement depuis un an. Alors, si on regarde les rendements de ce fonds-là, ça a toujours été un excellent fonds. Avant, c'était un M. Snow qui a été là pendant les 3 dernières années. Mais c'est un fonds qui va bien. C'est un fonds d'action canadienne. Et Daniel Dupont a volontairement, depuis un an, réduit le nombre de positions. C'est-à-dire qu'il y a moins de titres qu'il y en avait avant, mais il a aussi pris des positions intéressantes aux États-Unis. Alors, c'est un fonds d'action canadienne qui, en principe, on devrait retrouver majoritairement des titres canadiens, mais le gestionnaire, selon le prospectus, a le droit de mettre une partie de son portefeuille aux États-Unis. C'est ce qu'il fait. Puis, en fait, ce qu'on cherche, c'est des rendements. Alors, peu importe où on va le chercher. Puis, c'est le genre de fonds que j'aime beaucoup parce que, vous savez, des fois, on confine des gestionnaires dans des mandats très, très, très précis. Puis, évidemment, il y a des secteurs, on sait, qui vont moins bien dans certaines périodes, ce qui est tout à fait normal. Alors, ce fonds-là, il laisse quand même assez de liberté aux gestionnaires pour dire, à un moment donné, bien, le Canada est peut-être pas la meilleure place actuellement. Les États-Unis ont des bonnes opportunités, alors ils vont investir un petit peu plus. Tu restes avec nous, Michel. On va revenir sur quelques petites nouvelles. Puis une nouvelle qu'on a découverte tout à l'heure ensemble sur Finance et Investissement, les CELI. Oups, attention, vous pouvez vous faire taper sur les doigts. On revient dans un instant tout de suite.